Je pense que Kasparov et Karpov sont les deux plus grands joueurs d'échecs de la seconde moitié du XXe siècle. Kasparov a le talent d'un chercheur, Karpov celui d'un joueur. C'est des animaux quand ils jouent. Ils se flairent, ils se regardent. Ils sont joueurs jusqu'à la moelle des os. « 1984-1990. À quelques mois près, le duel Karpov-Kasparov s'inscrit dans le règne de Mikhaïl Gorbatchev. Leur affrontement à 5 reprises en finale du championnat du monde est le plus long et le plus intense de l'histoire des échecs. Ce duel a pour origine un séisme subi par leur pays, l'URSS, en 1972. À Reykjavik, en Islande, l'Américain Bobby Fischer, en battant le Russe Boris Spassky, a ravi la couronne de champion du monde que les Soviétiques détenaient depuis des décennies. Pour laver l'affront, ils vont puiser dans leur énorme vivier et propulser un jeune génie de 20 ans, Anatoly Karpov. La rencontre est prévue en 1975, mais le fantasque Bobby Fischer chipote tellement les conditions du match qu'il est déclaré forfait. Anatoly Karpov devient champion du monde d'échecs par défaut. Évidemment, je voulais le jouer ce match. Là n'est pas la question et je me préparais pour le faire. On ne peut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de lutte car pour arriver jusqu'à Fischer, j'avais battu tous les joueurs sérieux. J'avais disputé 60 parties avec les meilleurs joueurs du monde et partout, j'avais prouvé ma supériorité. D'accord, Fischer n'a pas voulu jouer, quelles qu'en soient les raisons, mais qu'importe. Tous les autres, je les avais bien battus. Pour Karpov, le fait d'avoir récupéré le titre mondial, ça a fait plaisir à l'Union soviétique, mais d'un autre côté, il a gagné sans avoir battu le champion du monde en titre. Donc c'est vrai que c'est une tâche sur sa carrière, mais il n'y est pour rien. Lorsque Karpov a décroché le titre de champion, on lui a remis une médaille. Je veux dire la gerbe de champion du monde. Et Brejnev a dit: Tu as pris la couronne? Tiens-la bien. Parce que tu sais, on se bat pour une couronne comme celle-là. Tu l'as attrapée? Ne la donne à personne. Il a parlé en présence de tous les responsables sportifs de haut rang. Ça signifiait qu'il fallait suivre la consigne. Karpov, un point, c'est tout. Anatoly Karpov est en effet le champion idéal, produit de l'Union soviétique. Né en 1951 à Zlatoust, en Oural, dans la Russie profonde, d'un père ouvrier devenu ingénieur métallurgiste et d'une mère femme au foyer, il est un slave pure souche. À l'école, dans des cours de récréation, c'est le règne des voyous, des brimades de la part des garçons les plus âgés. Karpov, lui, il est petit, subtil, mais son père joue aux échecs, et lui, il est casanier. Et papa lui apprend à jouer. Il lui achète des bouquins sur les échecs, et le garçon devient le premier dans son école. Il l'a emporté sur ceux qui lui avaient fait des misères. C'était une grande satisfaction pour lui. Il a connu ce sentiment extraordinaire de la supériorité de l'intellect sur la grossière force physique. Et c'est ainsi que s'est trempé l'acier de son caractère. Vous comprenez? Ce jeune homme malingre entre à 12 ans dans la prestigieuse école Botvinnik à Moscou. Puis il gravit tous les échelons de la discipline jusqu'à la couronne mondiale. À partir de 1975, il va régner une décennie sur les échecs. À la grande satisfaction des autorités soviétiques, il bat même à 2 reprises le dissident Viktor Korchnoi en finale du championnat du monde.
Mais il conserve dans sa carrière cette blessure de n'avoir jamais battu l'Américain Bobby Fischer. En 1976, à Tokyo, il entame des négociations secrètes avec l'Américain pour organiser un match. Alexandre Nikitine, entraîneur de l'équipe soviétique, en prend connaissance et le dénonce aux autorités. Karpov, furieux, réclame sa tête et l'obtient. Nikitine décide de se venger. À cette époque, devait se tenir le championnat junior d'échecs du RSS à Vilnius. Il y avait là l'équipe d'Azerbaïdjan, de gros types bien baraqués, et soudain, hop, au milieu d'eux, un trou, un petit bonhomme, et puis encore des gars de bonne taille, et moi je m'intéresse précisément à ce trou. On a commencé à se voir à partir de ce moment-là. Kasparov, il avait quel âge alors? 14 ans à peu près. Ce Garry Kasparov, que Nikitine vient de prendre sous son aile, a un profil très différent de Karpov, son aîné de 12 ans. Il a vu le jour à Bakou, en Azerbaïdjan, une république du RSS. Son père, Kim Weinstein, est juif. Sa mère, Klara Kasparova, arménienne. Ils sont tous deux ingénieurs dans le pétrole. Initié aux échecs à 5 ans par son père, Garry vit un drame familial à 7 ans. Kim Weinstein meurt d'un cancer. Élevé par sa mère, il abandonne le nom de Weinstein pour prendre le sien, Kasparov. Son tempérament est aux antipodes de celui de Karpov. C'était un mélange infernal de sang arménien et juif, vivant dans un milieu azéri. Il faut dire aussi que ce tempérament de Garry lui nuisait dans une certaine mesure, parce qu'il dépensait plus d'énergie qu'il n'était nécessaire. Il bouillonnait. Cornaqué d'une main de fer par sa mère, ce jeune garçon impétueux accumule tous les succès possibles dans la catégorie junior. À 11 ans, en 1974, il lui est permis, un signe honneur, d'affronter le champion du RSS en titre dans un tournoi des jeunes pionniers à Leningrad. Je me souviens qu'il y avait 7 joueurs dans l'équipe et tout le monde a perdu. Il ne restait plus que moi en face de Karpov. Vous savez, rester en tête à tête avec un tel champion, c'était exceptionnel. Il y avait beaucoup de monde autour de nous et quand j'ai été en face de lui, ce n'était pas juste une séance comme ça, c'était une confrontation. Quand je l'ai senti, je ne pouvais plus lutter contre ma psychologie. J'ai perdu et j'étais très triste parce que j'avais de très bonnes positions, je jouais très bien. On ne pouvait pas imaginer qu'à partir de ce match-là, la confrontation entre nous allait durer tant d'années. Kasparov avait le premier échiquier et je devais jouer contre lui dans cette séance. Je crois que je l'ai gagné, mais en réalité, je ne le devais pas, car il avait bien joué et la partie devait être déclarée nulle. Dans le monde des échecs, si vous voulez, il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que les champions ne sortent pas d'hier, on les voit arriver, jeunes. Et Karpov l'a vu arriver de loin, il l'a vu arriver jeune. Alors qu'Anatoly Karpov, reçu comme un roi partout en URSS, inaugure une plaque sur son banc d'école dans sa ville natale, multiplie les matchs exhibitions, les simultanés, la nomenclatura ne voit pas d'un bon œil la montée en puissance du jeune juif azéri, Kasparov. Ils préfèrent, les Russes préfèrent que ce soit Karpov qui reste champion du monde, ça c'est clair. Mais ils voient bien que le talent de Kasparov est absolument prodigieux. Il a 19 ans quand il joue dans l'équipe russe. Ça veut dire qu'il est un des 4 meilleurs joueurs de Russie à 19 ans, alors qu'il a un vivier extraordinaire. En Russie, enfin en Union soviétique, il y a bien entendu des luttes de pouvoir. Et donc Kasparov a des soutiens au sein de l'Empire soviétique. Moins puissant que ceux de Karpov, il a des forts soutiens. À commencer par celui d'un ponte du régime, azéri comme lui, Heydar Aliyev, membre du Politburo et vice-président du Conseil des ministres de l'URSS. Son appui politique va permettre au jeune Kasparov de se hisser jusqu'au sommet. Le face-à-face des deux cas devient alors inévitable.
Lorsque commence cette grande bataille épique entre Kasparov et Karpov, l'Union soviétique est déjà très essoufflée. Il y avait une force brute qui a permis d'édifier l'industrie ou de battre les Allemands, mais également il y avait une intelligence et rien ne symbolise mieux aux yeux des Soviétiques cette intelligence que le jeu d'échecs. Et au fond, l'idée c'est bien notre productivité baisse, notre économie ne va pas bien, mais on a encore les champions d'échecs. Le 10 septembre 1984, Garry Kasparov, qui a éliminé les autres prétendants, affronte Anatoly Karpov. Cette finale du championnat du monde se déroule dans la célèbre salle des Colonnes à Moscou, où se sont produits Liszt et Tchaïkovski. Pour la première fois, le match n'est pas limité dans le temps. Le vainqueur est celui qui remporte 6 parties. Karpov-Kasparov, c'est d'abord une opposition de style. Mais c'est aussi une lutte entre deux profils psychologiques que tout sépare. Karpov, c'est plutôt quelqu'un de glace qui cache ses émotions, qui se contrôle. Moi, je me souviens, par exemple, la première fois que je l'ai vu en 82, je m'étais déplacé pour les Olympiades et je l'ai vu en étant à côté de lui à 10 mètres, j'étais glacé, quoi. C'est très dur de jouer contre lui. Il dégage quelque chose. Les deux dégagent à leur manière quelque chose de très, très fort. Par exemple, Kasparov, c'est plus quelqu'un de feu. Son objectif aux échecs, c'est de détruire l'autre par l'attaque et par une stratégie brillante. Karpov, c'est quelqu'un qui va plus, peut-être... entourer l'autre dans quelque chose qui va comme on dit, comme un boa, qui va l'étouffer et qui va petit à petit prendre le dessus. Voilà. J'ai compris que pour un joueur, il était très important de ne pas laisser apparaître son état, ses émotions en cours de partie. Il faut s'efforcer de se tenir en permanence sous contrôle. Il ne faut rien laisser paraître. Je pense qu'au départ, je suis très émotionnel. Je suis prêt à prendre des risques. C'est ma nature. Moi, mon style était établi. Il était lié à l'envie d'avancer. Pour moi, la vie, c'est une tentative de découvrir toujours quelque chose de nouveau. Sur le papier, le rapport de force paraît déséquilibré entre les deux joueurs. Karpov a derrière lui le président de la Fédération soviétique d'échecs, le cosmonaute Vitali Sevastianov, son témoin de mariage, et les plus grands maîtres soviétiques. Kasparov, lui, a le soutien d'Aliev, mais il dispose d'une équipe réduite d'entraîneurs. Mieux préparé, Karpov domine complètement le début du match et mène assez vite, 4-0. Dans le premier match, surtout dans la première moitié, Kasparov était absolument incapable de cacher ses émotions. Et Karpov voyait très bien quand la position de son adversaire était meilleure ou quand elle n'était pas très bonne, et que manifestement Kasparov n'en était pas satisfait. Il le voyait qui gigotait comme ça en face, se prenant la tête des deux mains, ou balayant l'assistance d'un regard fou en me cherchant des yeux. Car je me trouvais généralement à côté de lui. On peut dire que Karpov l'emportait psychologiquement à 100% dans le premier match. Je pensais avoir plus de chance. J'ai sous-estimé Karpov, et je pense que c'était une erreur psychologique. Karpov avait 33 ans. J'avais 10 ans de moins, donc sans moi, il aurait été vraiment un très jeune champion. Après 9 parties, quand le score était 4-0, j'ai compris qu'il fallait changer quelque chose. Il ne fallait pas être un scientifique pour comprendre. J'ai analysé qu'il fallait jouer différemment, qu'il fallait gagner du temps et accumuler les parties nulles pour avoir plus de force, plus de confiance, et pour apprendre à gagner contre Karpov. Le prétendant est sonné. Il ne sait plus à quel saint se vouer. Les Kasparov, mère et fils, n'écoutent plus les consignes de leur entraîneur.
Il faut agir vite. Heydar Aliyev, leur protecteur, dépêche sur place le plus grand médium d'Azerbaïdjan, un homme proche du KGB. On a pris rendez-vous à l'hôtel Moskva, où Gary logeait. Je lui pose cette question. Gary, mais pourquoi tout se passe comme ça? Pourquoi êtes-vous en train de perdre? Comment vous voyez les choses? Et sa mère dit, nous ne savions pas qu'il était si fort, fort à ce point. Nous l'avons sous-estimé. Et lui, il dit, le match, ça y est, je l'ai perdu. Sûrement, je l'ai perdu. J'espère pourtant bien le faire durer un peu, sinon c'est la honte pour moi. Je lui dis, à 5-0, vous abandonnez le match. Et il répond oui. Eh bien, c'est à 5 que je commencerai à vous aider. Et vous n'allez pas perdre le match. Je ne dis pas que vous allez le gagner. Je dis, vous ne le perdrez pas. Quand je vais être dans la salle, je vais créer une ambiance pénible pour Karpov. Il aura du mal à jouer. De son côté, Karpov guette patiemment le moindre faux pas de son impétueux challenger. À la 27e partie, Kasparov commet une faute. Karpov mène désormais 5-0 à un point du match. À ce moment-là, Kasparov ne joue plus pour la victoire, mais uniquement pour sauver son honneur. Par ailleurs, excusez du peu, Karpov se trouvait sous pression. Son équipe et ceux qui le supportaient lui disaient « Eh bien, Tolik, tu peux pas l'achever, quoi ?» Lui, il avait une idée fixe, gagner par 6-0. Parce qu'il savait qu'avec son tempérament méridional, Kasparov ne devrait pas survivre à l'humiliation d'un tel échec. Et il a déclaré « Il y aura le 6-0, je continue. Il va perdre de lui-même, je ne bouge pas mon petit doigt. » La stratégie de Kasparov, gagner du temps, jouer des parties nulles, porte ses fruits. Comme un boxeur acculé dans les cordes, il va se protéger et laisser le champion s'épuiser peu à peu. Si j'avais gagné dans la 31e partie, le match se serait terminé avec le score de 6-0. Je ne l'ai pas gagné et j'ai perdu la 32e. Comme on dit dans le football, vous mettez un but ou bien on vous en met un. Coup de tonnerre dans la salle des colonnes, Kasparov remporte enfin une victoire. Karpov, abasourdi, voit ensuite défiler les nuls pendant 2 mois. Et puis l'impensable se produit quand Kasparov remporte coup sur coup 2 parties. Le score est désormais de 5-3. En février, après 6 mois de lutte acharnée, Karpov, qui a perdu 10 kilos dans la bataille, est groggy. Je jouais de mieux en mieux. Et il perdait son assurance. Et ça, je pense que ça conduit à un match incontrôlable. C'est pour ça que la nomenclatura sportive soviétique a décidé d'arrêter le match, puisqu'ils ne savaient pas très bien comment ça pouvait se terminer. La fin n'était pas claire. Ils voyaient l'état de fatigue de Karpov et se disaient « Tout peut arriver ». Moi, j'étais assez rassuré. C'est Floriancio Campomanes, le président de la Fédération internationale d'échecs, un Philippin, as du bakshish, lié au KGB, qui est chargé de l'annoncer dans une conférence de presse devant les 2 joueurs présents dans la salle. C'est le moment que choisit Kasparov pour monter sur scène. Votre décision est une comédie, c'est une mise en scène, dit-il. Le match doit continuer. Tout le monde sait que j'avais des chances de gagner, et ceux qui ont interrompu le championnat me privent... Pour la première fois en URSS, un sportif vient de s'insurger publiquement contre le système. Ce passage sur scène pour cette déclaration m'a fait passer du statut de joueur d'échecs à celui d'homme politique, car le système ne pouvait pas se permettre ce type de déclaration. J'ai eu de la chance. J'étais au bon moment, au bon endroit, car à une autre époque, ça aurait été le suicide. Je n'ai pas réfléchi à tout ça. Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que cette journée et ces minutes m'ont rendu différent. Dans le clan Karpov, c'est évidemment un autre son de cloche.
puisqu'on accuse les soutiens de Kasparov d'avoir organisé cette manipulation. En réalité, c'est Kasparov qui voulait interrompre le match. Le score étant 5-3, il avait peur. C'est un secret de Polichinelle que du temps des soviets, le comité au sport n'existait pas en toute indépendance. Il dépendait du comité central du Parti communiste. Les décisions étaient prises au niveau du Politburo. Or, Aliyev supervisait à l'époque la science, le sport, la médecine et tout le domaine humanitaire. Ceci officiellement. Et si Aliyev donnait un ordre, qui pouvait s'y opposer? La fédération, elle, ne pouvait prendre des décisions que lorsqu'il n'y avait pas de consigne venue d'en haut. Et s'il y en avait, la fédération n'avait aucun mot à dire. Face aux protestations des deux camps, Campomanes organise à la hâte une réunion avec les deux joueurs. Karpov refuse de signer l'arrêt du match, puis il finit par céder devant l'insistance des officiels. Il y a encore un point important. Karpov est un homme très respectueux des lois et des patrons. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est son caractère. Et apparemment, c'est ainsi qu'en faisant pression sur lui, ils ont eu gain de cause. Karpov, lui, était d'accord pour arrêter. Et après le refus de signer de Kasparov, il s'est mis à crier chaque jour plus fort qu'on lui aurait volé sa victoire et qu'il était tout prêt à reprendre le match dès demain. Alors certains ont dit « il n'y a pas eu de vainqueur ». Qu'est-ce que ça veut dire pas de vainqueur avec un score 5-3 ? Mais Kasparov a obtenu le droit de ne pas passer par des compétitions de sélection. S'il avait été battu par moi, il aurait dû passer par tous les tournois et il m'aurait affronté non pas dans 1 an, mais dans 3 ans. Après l'annulation de ce premier match sans vainqueur, une nouvelle finale est prévue, toujours à Moscou, 7 mois plus tard. Le compteur est remis à 0. Karpov perd donc 2 points. Entre-temps, la situation politique a changé en URSS. Le Kakoshim Tchernenko, successeur de Brejnev et d'Andropov, meurt le 10 mars 1985. Le jeune Mikhail Gorbatchev, 54 ans, lui succède. La perestroïka va bientôt devenir le credo du régime. À ce moment, Garry Kasparov est désormais le rebelle aux yeux du monde. Le 3 juin 1985, il pousse un nouveau pion dans la dissidence en accordant une interview au magazine allemand Der Spiegel, organe de la propagande réactionnaire capitaliste. Kasparov, c'est plus Kasparov qui est sur la scène du premier match en train de faire son scandale. C'est Kasparov qui est devenu une espèce d'anti-ambassadeur du jeu d'échecs soviétique. C'est-à-dire que Kasparov, il brise un tabou, il parle aux médias comme n'importe quel sportif de haut niveau dans n'importe quel pays de l'Ouest. Il dit que Campomanes est un féodé à la fédération. Il dit que l'arrêt du match est un scandale, qu'il aurait dû le gagner. Il dit que les règles du match doivent être changées. Ça dérange la bonne conscience de la fédération soviétique. Ça dérange Karpov et toute sa bande, ça dérange aussi les négociations pour le match qui vient. Kasparov devient incontrôlable. Anatoly Karpov, qui a lu l'interview, est maintenant très sûr de lui. Il annonce à qui veut l'entendre qu'il n'y aura pas de deuxième match. D'après ce que je sais, Karpov a carrément arrêté en 85 les préparations du match, car il était totalement certain qu'après l'interview scandaleuse que j'avais donnée au Spiegel, les autorités soviétiques allaient certainement me disqualifier. Mais depuis l'arrivée de Gorbatchev, le vent tourne en Union soviétique. Grâce à Alexandre Yakovlev, nouveau membre du Politburo, chantre de la perestroïka, Garry Kasparov échappe aux 2 ans de suspension que la commission de discipline des échecs veut lui infliger. Le match aura donc bien lieu. La fédération soviétique demeure comme un seul homme derrière Karpov. Ils espèrent toujours que Karpov va remporter le match, le deuxième match de Moscou.
À mon avis, ça n'a fait que décupler la volonté farouche de Kasparov de gagner. N'importe comment, il voulait gagner en tant que joueur d'échecs, mais en plus, là, il veut gagner politiquement. Le deuxième affrontement entre les deux cas, comme on les appelle, débute le 3 septembre 1985 à la salle Tchaïkovski. L'ambiance est électrique. Pour éviter que le match ne s'éternise, la finale se dispute cette fois en 24 parties, le vainqueur étant celui qui en remporte le plus. En cas d'égalité, le champion du monde conserve son titre. J'étais très sûr de moi. Et cette fois-ci, j'avais la certitude de gagner. La qualité de ma préparation, plus la compréhension que j'avais de mon adversaire, tout était réuni. J'étais remonté sur tous les plans. J'étais de bonne humeur, j'avais une bonne énergie. Quand le match a commencé, c'était parfait. J'ai gagné la première partie en utilisant un nouveau système. Karpov, au début, je pense qu'il n'était pas très concentré. Au final, je peux dire que j'avais plus d'idées et que j'étais mieux préparé physiquement. Et le génie, je dirais, de Kasparov, c'est que, d'ailleurs, il explique lui-même, c'est qu'en fait, il analyse très très bien ses propres erreurs, ce que n'a pas fait Karpov. Parce que Karpov a tellement dominé le jeu d'échecs pendant des années, si vous voulez, que Karpov n'est pas autant travailleur que Kasparov. Kasparov, il va vous faire des séances d'entraînement de 12 heures jusqu'à temps de trouver où est le problème. Il épuisait ses collaborateurs, si vous voulez. Parce que c'est une boule d'énergie, il faisait du sport, etc. Et Karpov, c'est pas du tout le cas. Karpov, il se lève à midi, voilà, il n'a pas du tout le même rythme. Les deux champions restent au coude à coude jusqu'à la 15e partie, puis Kasparov creuse l'écart. À 3 parties de la fin du match, Karpov avait 2 points de retard. Dans ces 3 parties restantes, il devait jouer 2 fois avec les blancs et 1 fois avec les noirs. Il a réussi à gagner 1 partie avec les blancs. Donc, le décalage est devenu minimal. 1 point seulement. Kasparov mène par 4-3. Tout va donc se jouer sur la 24e et dernière partie. Là, fidèle à son tempérament, Garry Kasparov prend le maximum de risques, déploie toute son agressivité dans l'attaque et il l'emporte sur le fil. Il devient le plus jeune champion du monde d'échecs de l'histoire. L'ambiance est sinistre. Dans le public, un homme est aux anges. J'ai senti un énorme vide en moi. Parce que j'ai compris que le travail était fini et qu'il a été bien accompli. Quand le comité des sports m'a éjecté parce que j'avais révélé la rencontre secrète de Karpov et Fischer, j'avais juré de tordre le cou à Karpov. Mais voilà, je l'ai fait. Je me souviendrai toujours quand le grand maître Petrosian m'a dit, à la fin du match, « J'ai pitié de vous, puisque vous venez de vivre la plus heureuse journée de votre vie et que c'est terminé. » Je m'en souviens toujours car pour le jeune homme que j'étais, devenu champion du monde à 22 ans, c'était une parole étonnante, pleine de sagesse. On ne peut aller plus haut après le championnat du monde. On ne peut que descendre. Garry Kasparov n'a pas eu le temps de savourer son titre que Florencio Campomanes exige déjà l'organisation d'une revanche dans les 3 mois. Kasparov refuse. Il demande un délai plus long. Je trouvais ça incroyable. Je n'ai pas compris pourquoi et comment il a pu avoir droit à une revanche. Le match pour le titre de champion du monde, ça devait être entre le champion sortant, opposé au plus fort des prétendants. Il n'y a aucune évidence pour que le champion venant de perdre son titre soit la personne la plus justifiée pour avoir droit à un nouveau match. Il aurait dû le prouver par ses résultats.
Un droit automatique pour une revanche me semble très contestable. Malgré tout, le match a été organisé. Karpov a dit qu'il était OK pour jouer. Moi, j'avais l'impression de vivre un mauvais rêve. Et on m'a vite expliqué que si je refusais, je serais disqualifié. Cette fois, le match va se dérouler dans 2 villes différentes. Londres, à partir de juillet 1986 pour les 12 premières parties, et Leningrad pour les 12 suivantes. Cette troisième rencontre est celle des coups bas, des tentatives de pression, des intimidations réciproques. Plus grave, la garde rapprochée de Kasparov, dont le manager, Viktor Litvinov, est un colonel du KGB, soupçonne l'existence d'une taupe dans l'équipe. Nous avons senti de façon très réelle qu'il y avait des fuites d'informations dans notre camp. Et nous n'avons pas aimé ça. Litvinov était tout à fait au courant de ce qui se passait. À Londres, Kasparov est accueilli par Margaret Thatcher. Il illustre à merveille les nouvelles relations que la Dame de Fer est en train de nouer avec Gorbatchev. Un homme fréquentable, selon elle. Karpov est présenté, lui, comme un apparatchik brejnevien. D'entrée, Karpov crée la surprise. Il joue dans un style agressif qui n'est pas dans sa nature. Et on entre dans une ère sportive. C'est-à-dire que Karpov a compris que pour gagner, il fallait vraiment travailler dur, il fallait changer ses méthodes de travail, il fallait qu'il organise tout son staff au niveau de l'entraînement. Par exemple, qu'il ait un cuisinier personnel, des choses comme ça. Donc au niveau de la diététique. Donc si vous voulez, toutes les choses qu'on ne voit pas pendant un match d'échecs, mais qui font que vous avez un cerveau qui doit être oxygéné pendant 5 heures. Kasparov, lui, a une autre opinion sur la nouvelle stratégie de son adversaire. Quand je faisais des choses nouvelles, j'avais l'impression, après la 5e, 6e partie, que Karpov jouait avec moi. Je faisais quelque chose et j'avais l'impression qu'il pensait la même chose que moi au même moment. C'était difficile à prouver. Mais au bout d'un certain temps, j'ai dit à mes entraîneurs qu'il fallait trouver une explication à cette curieuse sensation que je ressentais. Alors, Kasparov s'adapte. C'est lui qui joue la défense. Résultat, il mène 2-1 au moment de reprendre le match à Leningrad. À Leningrad, il y avait une ambiance vraiment atroce. Le pouvoir de la municipalité et tout ce qui était lié à l'organisation de ce match ont ouvertement aidé Karpov. On vivait sous une très forte pression psychologique. Bien sûr, aujourd'hui j'ai une attitude bien différente, mais il y a 25 ans, c'était beaucoup plus aigu pour moi. C'est dans cette ambiance qu'à Leningrad, Kasparov est dominé par le Karpov nouveau au style agressif. La salle est pour lui. On entend dans le public des « Karpov, tue-le !» Le match s'était mal passé pour moi à Londres. Mais à Leningrad, j'ai réussi à remporter 3 victoires de suite. Et Kasparov n'avait jamais perdu 3 fois de suite face à qui que ce soit. Il était en état de choc. Sa mère m'appelle. Ça se passe toujours comme ça. Elle me parle un peu au téléphone, et puis elle me passe Gary. Je dis, Gary, mais qu'est-ce qui se passe? Tofik Gassanovic, on est mal. Karpov s'est mis à jouer très fort ici. On n'a plus de stratégie nouvelle à proposer. La situation est difficile. Viens. Dadachev sentait bien des choses positives, mais ça n'était pas décisif. Évidemment, les gens ont parfois des capacités extraordinaires, mais ils ne peuvent pas créer quelque chose qui n'existe pas. Si vous croyez en une chose, ils peuvent vous influencer, mais si vous ne croyez pas, ça ne fera rien. J'avais perdu à la 17e.
J'ai donc utilisé un nouveau système à la 18e et Karpov a étonnamment réagi. Mais j'aurais quand même dû gagner. J'ai commencé à comprendre que Karpov avait une vraie source d'information. On est arrivé à égalité de score et c'est à ce moment qu'a éclaté une véritable campagne d'espionnite. Ils se sont dit, s'il n'y a pas d'espions dans notre équipe, comment expliquer que Gary ait pu perdre 3 parties de suite? Ce n'est possible que si quelqu'un leur vend des informations. Ils ont arraché tous les fils dans les chambres. Soi-disant, il y avait des micros cachés. Une chasse à la taupe est lancée dans le clan Kasparov. On a décidé de retirer les téléphones à tout le monde dans les chambres à l'hôtel. Les portables n'existaient pas encore à l'époque. On a donc pris cette décision. Et voilà, un jour, après une énième suspicion de Gary, Klara Kasparova a décidé d'appeler Vladimirov dans sa chambre pour vérifier. Tous les appareils de téléphone étaient censés se trouver dans le bureau du manager Litvinov. Mais Vladimirov a décroché pour répondre. Voilà. Il avait donc gardé un appareil. On l'a viré après ça illico. Voilà comment ça s'est passé. Le plus gros impact d'une trahison d'un secondant aux échecs, en fait, c'est pas vraiment le contenu, c'est l'impact psychologique. Je dirais, c'est comme si vous avez votre propre fils qui vous trahit et qui vous dénonce pour quelque chose qui n'est pas très correct que vous avez fait, et vous attendez à tout sauf que ce soit quelqu'un de votre famille. L'histoire Vladimirov, tout ça, ce sont des balivernes. Mais la manie de persécution battait son plein à ce sujet. Il est vrai néanmoins que Kasparov a gagné la dernière partie en beauté. Il faut lui reconnaître ça. Dans la 22e, j'ai trouvé le vrai coup gagnant. La partie avançait et il fallait analyser sur l'échiquier toutes les combinaisons possibles. Et là, j'ai fait un coup qui m'a permis une très belle combinaison. Et voilà, ça a effacé tous mes échecs précédents. 5 victoires à 4. Kasparov remporte le match revanche. Il est enfin un champion du monde à part entière. Son règne peut commencer. L'année suivante, à Séville, en Espagne, pour le lancement de l'exposition universelle de 1992, Garry Kasparov pensait en avoir fini avec son vieil adversaire. Il se trompait. Karpov, en inusable boa constrictor, démontre qu'il est le seul joueur au monde capable de rivaliser avec lui. Mon cas est unique parce qu'après avoir perdu le titre, je suis resté au sommet. C'est une chose très rare qu'aucun des champions du monde n'a réussi au XXe siècle. Après avoir perdu le titre, revenir et jouer de nouveau dans un match de championnat du monde, et ce, pendant une longue période, ça n'était jamais arrivé. À Séville, c'était extraordinaire parce que, pour la première fois, les équipes soviétiques ont joué tout le match en dehors de l'URSS. Ça a créé une situation nouvelle. Les médias pouvaient parler directement avec les sportifs. On faisait des mini-conférences de presse après chaque partie. Pour se rendre compte de l'intérêt porté à l'événement, on pouvait regarder ces matchs en direct à la télévision espagnole de Séville. Il était clair que dans ces parties, il y avait une dimension profondément politique. Tout le monde était intéressé par ce qui se passait en Union soviétique et les matchs faisaient partie du processus de perestroïka. En publiant une autobiographie juste avant le match, Kasparov lance les hostilités. Il présente Karpov comme un homme du passé et la marionnette d'un système corrompu voué à disparaître. Il était trop provoquant, ce livre. J'avais 23 ans quand j'ai commencé à l'écrire.
J'étais champion du monde, j'étais sur un nuage, j'avais beaucoup de force. C'était l'époque de la perestroïka. On parlait des réformes, on a vu apparaître les grands maîtres, symboles de changement, et je voulais en parler de manière très rapide. Quand on est pressé, ce n'est pas parfait. Encouragé par sa mère qui dirige l'équipe d'une main de fer, le jeune champion du monde est devenu arrogant, sûr de lui. Et vous comprenez, à mesure qu'il prenait de l'âge, que ses succès aux échecs étaient de plus en plus remarquables, les Kasparov avaient une idée de plus en plus élevée d'eux-mêmes. Ils se croyaient les plus importants. Ils pensaient que tout dépendait d'eux, qu'ils pouvaient faire la pluie et le beau temps, et que les entraîneurs n'étaient plus les membres d'une équipe, mais des employés. À 36 ans, Karpov a gardé toute sa motivation et il n'a pas dit son dernier mot. Sur l'échiquier, il prend l'initiative et mène au score jusqu'à la 24e et dernière partie. Il lui suffit d'obtenir une partie nulle pour redevenir champion du monde. Alors, dans la 24e et dernière partie, alors là, très objectivement, statistiquement, la probabilité que Karpov redevienne champion du monde est très forte. Hein. Elle est certainement, je ne sais pas, de 75 ou 80%. Parce que quand Karpov veut effectivement bloquer le système pour faire nul, il est extrêmement fort pour le faire. Donc il va falloir que Kasparov arrive à percer cette défense terrible de Karpov, et on lui donne assez peu de chances d'y arriver. Voilà. Karpov s'assoit devant l'échiquier, et à un moment du jeu, je vois dans ses yeux qu'il a laissé passer un coup. Il ne comprenait pas exactement lequel, mais il comprenait qu'il avait laissé passer une chance. Ce moment-là, je l'ai vu dans ses yeux. Et il va jouer, et petit à petit, il va réussir à accroître son avantage et à s'imposer. Il va sauver sa peau, il va faire 12-12 et conserver son titre. Donc cette dernière partie, elle est remarquable dans le sens où Kasparov, il a cette capacité à gagner dans les moments importants. Star mondial des échecs, le roi Kasparov a maintenant 3 ans devant lui. Il fait fructifier son image, exhibitions, conférences, publicités. Il dépoussière les échecs, les fait entrer dans le sport business et participe au développement de programmes informatiques. Pendant ce temps, son pays, l'URSS, s'effondre. Gorbatchev a échoué. Perestroïka et glasnost n'ont fait qu'affaiblir le pays. La libéralisation de l'économie est un fiasco. Les étals des magasins sont vides. Kasparov prend ses distances avec le régime. Il ne jure plus que par Reagan et Thatcher. Pendant ces années, l'inoxydable Karpov a remporté victoire sur victoire, si bien qu'en 1990 à New York et à Lyon, c'est encore lui qui se retrouve face à Kasparov. Pour leur 5e rencontre, à New York d'abord, la mise en scène est à la hauteur de la grosse pomme. Et la presse, pour le public américain, ils vont façonner une image assez manichéenne. On a d'un côté Karpov, qui est le communiste, décoré de l'ordre de Lénine par Brejnev, membre du Parti communiste. Et de l'autre côté, on a Kasparov, l'enfant du changement, anticommuniste, sympathique, souriant. Et en fait, les médias américains vont beaucoup jouer là-dessus. À quelques jours du match, Karpov publie une autobiographie, une réponse du berger à la bergère, au livre assassin de Kasparov il y a 3 ans. Il règle ses comptes avec son adversaire. Pendant la préparation, Karpov a écrit un livre avec un titre prétentieux, « Ma sœur Kaïssa ». Vous voyez le genre? Il est de la famille des dieux. Quand le livre est sorti, pour éviter toute frustration, tout problème psychologique, j'ai pris la décision de ne pas le lire. Ça a été facile pour moi. Il a écrit un livre, et alors, moi, je me suis concentré sur le match. Kasparov a eu des propos très durs
envers Karpov. Par exemple, il a dit que Karpov était un être de la nuit, malfaisant, avec quelque chose de diabolique en lui. Enfin, il a dit des choses comme ça. Et Karpov a répondu en disant qu'il avait de la chance qu'il n'était pas lui-même citoyen américain, sinon il l'aurait poursuivi en justice. À New York, pendant la compétition, Kasparov s'émancipe politiquement. Il crée son propre parti, le Parti démocratique de Russie, et pour marquer le coup, refuse de jouer sous le même drapeau que son adversaire. Pour moi, le refus de jouer avec le drapeau soviétique s'accordait totalement à ma position politique. Je me souviens très bien de cette histoire, comme je me souviens très bien de ma mère fabriquant un drapeau russe avec je ne sais quoi. Parce qu'il n'en existait pas. Et quand on est arrivé dans le studio télé américain avec un drapeau russe fait à la main, cela a fait un scandale. Parce que la Fondation internationale d'échecs ne voulait pas de ce drapeau. La délégation soviétique a protesté et on a trouvé un compromis. Après discussion, on a enlevé tous les drapeaux. Et ça m'allait bien qu'il n'y ait pas de drapeau soviétique. J'avais juste un badge sur la veste avec le drapeau russe. À l'époque, ce n'était pas le drapeau de la Russie. On ne savait pas trop ce que c'était. Historiquement, c'était en fait un drapeau militaire. Bref, ce drapeau n'a jamais été reconnu et c'était contre toutes les règles. Et puisque les politiciens ne respectent pas toujours les règles qui existent, moi je suis intervenu contre ça parce que ça dépassait le règlement. Finalement, le grand show accouche d'une souris. Quand ils débarquent à Lyon, les duettistes, fatigués, n'ont pu se départager. Ils se connaissent trop. Parmi les entraîneurs de Karpov, il y a un Français. Le plus impressionnant, c'est le calme de Karpov. Voilà. Karpov, c'est quelqu'un de très très calme, qui à aucun moment n'a élevé la voix après une défaite ou parce qu'il était en colère, si un coup n'avait été mal analysé. Jamais je ne l'ai vu reprocher quelque chose à quelqu'un. J'ai entendu d'autres champions parler, il y en a qui s'énervent, enfin je veux dire, ça peut créer des situations explosives. Voilà, très tranquille. C'est ça sa grande force. C'est un super match, ils sont en égalité. Donc jusqu'au bout, il y aura eu un suspense. Et dans la dernière partie, Kasparov a les blancs et il va jouer une partie très dure et les nerfs de Karpov vont lâcher. Kasparov va proposer nul et Karpov est obligé d'accepter. Là, il n'y aura pas de discussion de rumeur parce que c'est normal. Avec la nulle, il est champion du monde. Il gagne le titre avec... il a 12 points et demi contre 11 points et demi. La lutte était très tendue. Mais pour être objectif, Kasparov était maintenant plus fort comme praticien des échecs. D'autre part, il faut dire que Karpov menait d'énormes activités en parallèle. Il ne se mettait à préparer un match qu'en dernière extrémité. Nous arrivions là où devait se tenir la rencontre, et c'est à ce moment-là seulement qu'il se mettait à bosser comme un galérien. Lyon marque le chant du cygne des deux cas. C'est la dernière fois que les deux champions soviétiques se rencontrent en finale du championnat du monde. Un an plus tard, l'Union soviétique aura disparu. Le match avec Karpov n'était pas une lutte entre le vieux monde et le nouveau. C'était la lutte entre le monde soviétique et la nouvelle Russie. Ma victoire, je pense, fin 90-91, c'était un symbole, une chose très importante pour le changement. Comme si la Russie avait gagné contre l'URSS. Et beaucoup de gens l'ont compris comme ça. Le drapeau rouge est descendu du Kremlin depuis plus de 2 décennies. Le temps a passé. Aujourd'hui, Karpov, député de la Douma, soutient sans faillir le pouvoir de Vladimir Poutine. Kasparov, lui, a été plusieurs fois arrêté à Moscou car il manifestait contre le régime qu'il considère comme une dictature. Il a même été emprisonné 5 jours en 2007. C'est alors qu'Anatoly Karpov a voulu lui rendre visite. Il n'a pas pu venir me voir. Ma mère non plus.
Mais par son intermédiaire, il m'a fait passer un magazine d'échecs. Quand on m'a dit que c'était Karpov, je me suis dit que c'était une mauvaise blague. Finalement, c'était vrai. Karpov m'a envoyé un magazine sur les échecs et c'était très important pour moi. C'était un geste de solidarité entre champions du monde qu'il a placé au-dessus de nos différends politiques et tout ce qui nous a séparés pendant ces années. Pourquoi suis-je allé à la prison? Vous savez, c'est un épisode plutôt amer pour moi et pas très agréable pour la Russie. Je pensais qu'il ne fallait pas agir comme on l'a fait. Le délit de Kasparov n'était pas suffisamment grave pour qu'on mette derrière les barreaux un champion du monde. J'ai alors revu mon jugement vis-à-vis de lui. J'étais très critique jusque-là et je suis devenu beaucoup plus mesuré par rapport à lui. Le comportement d'Anatoly Karpov n'était pas du tout forcé. Il a effacé de mon esprit beaucoup de choses négatives de notre passé commun.